Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Sabah el Khair, bonjour, bienvenue en Égypte à bord d'une felouk, ce bateau à voile traditionnel qu'on croise sur le Nil. Nous sommes à Assouan, première étape de notre périple le long du Nil, qui va nous conduire à Abou Simbel, tout à côté, aussi au temple de Philae. Ensuite, nous remonterons vers Komombo, Edfou, le temple de Karnak et le temple de Luxor, autant de beauté qu'on va vous faire découvrir. Et on finira par la capitale, le Caire, toute trépidante et bruyante, vous l'entendrez. C'est là d'ailleurs que nous avons rencontré tous nos Bretons. Mais en attendant, navigation en douceur sur le Nil. Le Nil, fleuve mythique, colonne vertébrale et matrice nourricière de l'Égypte. Les Nubiens, qui peuplent les bords du fleuve près de la frontière soudanaise, le savent depuis fort longtemps. Tout comme, avant eux, les anciens Égyptiens qui ont bâti leurs temples, leur civilisation pendant plusieurs millénaires le long du plus grand fleuve d'Afrique, connu pour ses crues et son limon fertile. Des crues telles que des barrages ont été régulièrement érigés, jusqu'au plus grand et au plus emblématique d'entre eux, le barrage d'Assouan, de 4 km de long, construit dans les années 60 par Nasser, dont ce réservoir gigantesque porte le nom, le lac Nasser, permettant d'étendre l'irrigation des terres et de produire de l'électricité. La construction du barrage est aussi allée de pair avec la sauvegarde des deux sites phares de la région, le temple de Philae et Abou Simbel, qui menaçaient tous deux d'être totalement engloutis. Édifié sur une île, le temple de Philae, dédié à la déesse Isis, datant du IIIe siècle avant Jésus-Christ, fut commencé par l'un des derniers pharaons, terminé par les Romains, puis abîmé par les chrétiens, qui l'ont martelé à leur arrivée 6 siècles plus tard. Abîmé aussi par les Français de l'expédition de Bonaparte, qui ont laissé la trace de leur passage en l'an 6 et 7 de la République, soit 1798 et 1799. Tous deux, Philae et Abou Simbel, ont été démontés pierre par pierre, bloc par bloc, toujours dans les années 60 et 70, et reconstruits exactement de la même façon et avec la même orientation que leur version originale, sur d'autres sites à côté. Véritable prouesse technologique, le déplacement d'Abou Simbel n'a pas fait perdre son aura au temple de Ramsès II, taillé dans la roche vers 1250 avant Jésus-Christ, ni à celui de son épouse Néfertari, dédiée à la déesse Hathor, la déesse de l'amour et de la joie, dont les fresques sont très bien conservées. Avant de redescendre le Nil et remonter dans le temps, une visite d'Assouan s'impose, et notamment de son souk, avec ses parfums et son ambiance, qui rappelle que cette cité fut autrefois une ville de négoce active sur la route des caravanes.
Pour retrouver davantage de sérénité, petit détour au Old Cataract. Ce grand hôtel construit en 1902 dans un palais victorien est célèbre pour avoir accueilli des personnalités du monde entier, dont 2 présidents français, Nicolas Sarkozy et François Mitterrand, grand connaisseur de l'Égypte antique, qui effectua ici son dernier séjour à l'étranger en 1995. Tous 2 ont séjourné ici, dans la suite 1101, Winston Churchill, du nom du Premier ministre britannique qui les y a précédés, et dont le dernier mandat, dans les années 50, vit la fin de 70 ans de domination britannique en Égypte. Changement d'embarcation. Nous montons à bord d'un bateau de croisière. Direction Luxor. Mais avant la visite du site le plus connu d'Égypte, petite mise en bouche avec 2 jolis temples qui datent de l'époque de la dynastie hellénistique des Ptolémées, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Le temple de Komombo, dédié au dieu crocodile, Sobek, à visiter si possible au soleil couchant, et celui d'Edfu, qui ressemble beaucoup au temple de Philae, mais qui est consacré, lui, au dieu Horus, le dieu faucon. Avant de retourner sur le bateau, passage obligé dans une calèche, conduite par un gilet jaune. Il faut savoir que les conducteurs de ces calèches sont parmi les dernières personnes encore autorisées à les porter ici. Car, craignant un effet de contagion en provenance de la France, les autorités égyptiennes ont restreint et contrôlé la vente de ces gilets. Nous accostons enfin à Luxor, l'ancienne Thèbes, capitale des pharaons et notamment du plus célèbre d'entre eux, Ramsès II. Ce grand musée à ciel ouvert n'en finit plus d'être exploré depuis sa redécouverte au XVIIIe siècle. Aujourd'hui encore, les fouilles se poursuivent, notamment du côté de la vallée des rois, des reines et des nobles. Plusieurs nations y participent, la Pologne, les États-Unis, le Japon et bien sûr la France. Voici d'ailleurs la maison archéologique française. Nous avons rendez-vous avec un grand égyptologue, Christian Leblanc, le seul Français à avoir intégré de façon permanente le ministère égyptien des Antiquités. Ce spécialiste du Nouvel Empire, et particulièrement de Ramsès II, y conduit des fouilles depuis près de 45 ans, dont 25 consacrés au Ramesséum, le temple des millions d'années de Ramsès II. Ramsès II, il faut le dire, ça a été quand même un grand roi. C'est quand même un roi qui a régné plus de 66 ans. Il est mort très vieux, il devait avoir plus de 90 ans, ce qui est d'ailleurs exceptionnel pour une époque comme celle de la 19e dynastie, bien sûr. Alors Ramsès II a été bien sûr un grand administrateur de son royaume, il a été un très grand diplomate aussi, et puis un roi constructeur. Il a construit énormément de monuments en Égypte. Alors ce monument de Ramsès, c'est vrai qu'il a été, disons, très très partiellement prospecté à la fin du 19e siècle. Et puis après ça, il a fallu quand même attendre très longtemps pour qu'on s'y intéresse véritablement. On a commencé les travaux Ramesséum en 1991 et nous les continuons jusqu'à aujourd'hui. Alors ce qu'on a découvert au fil des fouilles, c'est quand même très important, c'est qu'on a retrouvé des quartiers entiers, c'est-à-dire on a retrouvé l'emplacement des ateliers, on a retrouvé l'emplacement des cuisines, des boulangeries, des brasseries, les économas, on a retrouvé une maison de vie, c'est-à-dire c'était une institution d'enseignement, on a retrouvé le palais royal, qui n'était pas une résidence, mais qui était surtout un palais de fonction. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une telle hiérarchie administrative, économique dans ce temple, que finalement on était là non pas simplement devant un temple funéraire, mais devant un véritable satellite de l'institution royale en milieu régional. Donc c'est là où, voyez-vous, toute cette enquête, toutes ces recherches a permis de mieux redéfinir un petit peu ce qu'étaient les fameux temples de millions d'années. Si le Ramesséum se situe sur la rive ouest du Nil, tout à côté des 63 tombeaux de la vallée des rois, notamment celui de Toutankhamon, Ramsès II, lui, se retrouve surtout en face, sur la rive est,
dans le célèbre temple de Luxor, d'environ 1400 ans avant Jésus-Christ. Des statues colossales du pharaon encadrent l'entrée, juste à côté de cet obélisque solitaire, son jumeau étant désormais dressé à Paris, après avoir été offert par l'Égypte au XIXe siècle. Tout aussi impressionnant est le complexe religieux de Karnak, tout à côté, reconstruit et remodelé pendant 2 millénaires. Il était principalement consacré au dieu Amon-Ré, le dieu le plus important de la mythologie égyptienne, souvent figuré avec une tête de bélier, comme celle surplombant les célèbres sphinx de cette allée qui mène tout droit à une impressionnante salle hypostyle, aux colonnes hautes de 20 mètres. Enfin, dernier temple à voir sur le site, le temple d'Hatchepsout, dédié à la seule femme pharaon ayant régné pendant plus de 20 ans au XVe siècle avant Jésus-Christ. Une femme de pouvoir, nous allons en rencontrer une autre lors de notre prochaine étape, le Caire, qui vit naître Dalida et mourir Kalsoum. Diplômée d'HEC, Nadine a créé en 2007 une entreprise spécialisée dans la relation client, au nom tout égyptien, Naos, ce qui signifie la pièce la plus importante d'un temple dans l'Égypte antique. Cette mère de 3 enfants, divorcée d'un officier de marine, est arrivée en Égypte à la faveur d'un hasard professionnel alors qu'elle était directrice de département et professeure à l'École supérieure de commerce de Rennes. Un jour, un des profs du département marketing vient me voir et me dit écoute, il y a une opportunité pour aller enseigner les études de marché en Égypte. Moi, je ne peux pas y aller, mais toi, c'est ton domaine. En plus, tu peux y aller ou pas? J'ai dit moi, tout de suite, bien sûr, j'y vais parce que j'en avais très envie. J'adore l'égyptologie. Puis, j'étais jamais venue en Égypte de ma vie, donc ça me semblait super intéressant et super agréable. Et donc, j'en ai profité lors de ces 15 jours pour signer plein d'accords entre l'École de commerce de Rennes et l'Académie arabe ici, des accords d'échange d'étudiants, des accords d'échange de profs, et puis la création surtout d'un MBA pour cadre exécutif, enfin exécutif comme on les appelle, c'est-à-dire cadre supérieur. Et donc c'était très intéressant. Donc j'ai mis ça sur pied et je suis venue le créer et le diriger pendant 2-3 ans, à raison d'1 semaine par mois. Cette ancienne élue à Landivisio se voit ensuite confier un projet européen pendant 3 ans, toujours au Caire. Elle se lance ensuite dans l'entrepreneuriat. Et puis là, j'ai décidé que j'allais créer une entreprise. Donc c'était fin 2017, j'ai déposé mes statuts de l'entreprise en décembre. Mais ce que j'avais complètement zappé, c'est qu'ici en Égypte, il faut des licences pour tout, des autorisations pour tout. Call center en France, on n'a pas besoin de licence pour ouvrir un call center, ici il en faut une. Et donc moi, j'avais tout préparé, mes locaux étaient superbes, le personnel était prêt, tout. Et j'arrêtais pas de dire à la compagnie de téléphone, mais donnez-moi les lignes que je vous demande, quoi. Enfin bon. Et puis non, mais on vous les donne pas parce que vous n'avez pas l'autorisation. Je dis, c'est quoi, comment? Ça m'a pris plus de 6 mois pour l'avoir. Mais on y arrive. Et moi, j'y arrive sans bac chiche, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça serait beaucoup plus facile si tu faisais ça. J'ai décidé que j'en ferais pas, que je ferais pas ça. Donc c'est compliqué parfois, c'est beaucoup plus long pour moi, mais je tiens bon. Une aventure loin d'être facile. Mais cette navigatrice a su diriger sa barque malgré les aléas financiers et politiques. Elle a vendu son appartement de Lorient, a vécu la crise économique de 2008, puis la révolution de 2011, l'accession au pouvoir éphémère de l'islamiste Mohamed Morsi, avant le retour de l'armée et l'élection du maréchal Sissi en 2014. Entre-temps, Nadine et son entreprise ont connu des périodes de vaches maigres, avant de rebondir et compter aujourd'hui plus de 1200 salariés, auxquels viendront bientôt s'ajouter 1000 recrues de plus. Pas étonnant que ce parcours ait été couronné de prix.
Le premier que j'ai eu, c'était le trophée de l'entrepreneur français de l'année 2013. C'était la première année que c'était donné. Et l'autre trophée que j'ai eu et qui me fait très plaisir, je pense, c'est le trophée d'ambassadeur de la diaspora économique bretonne. Ça m'a été décerné en 2014 lors du Festival interceltique de Lorient. Il y a eu une grande réunion économique qui a eu lieu là. Et je trouve qu'être entrepreneur, ça a une valeur en même temps autre que de diriger une entreprise. Parce que être entrepreneur, ça veut dire qu'on accepte de prendre tous les risques, en fait. La preuve, j'ai vendu mes maisons, tout, enfin bon, voilà, pour faire marcher une entreprise. Donc je me dis qu'entrepreneur, c'est un esprit d'aventure. Il faut vraiment avoir l'esprit aventurier pour ça. Donc je pense que je relie ça à la voile, à plein de choses. Donc probablement qu'il y a un esprit d'aventure très fort. Une réussite d'autant plus remarquable qu'il s'agit d'une femme, et d'une femme d'affaires redoutable. Je suis intraitable quand je dois être intraitable, je suis sympa quand je dois l'être, enfin bon, donc pas de problème. Et je suis parfois intraitable quand même ici, parce que les clients, ils veulent toujours avoir plus, pour un prix encore moins. C'est pas forcément facile à gérer, mais bon, on sait comment ça marche maintenant. Après 15 ans, on comprend bien les mécanismes et la façon de faire. En fait, ici, on a aussi des coups de blues de temps en temps, parce que c'est pas facile quand même. Donc, c'est pas facile tous les jours. Souvent, les gens me demandent, mais tu es heureuse d'être là? Je dis, pas tous les jours. Mais oui, il y a des grandes joies à être ici parce qu'il y a des choses magnifiques. Mais il y a aussi des difficultés à gérer au quotidien des entreprises avec les salariés égyptiens. Mais je lève le nez, je vois le Nil et les pyramides, et là, ça y est, une nouvelle bouffée d'oxygène pour repartir. Une bouffée d'oxygène qui ressemble plus à une bouffée de gaz d'échappement pourtant au Caire. On quitte cette chef d'entreprise charismatique pour replonger dans le tumulte de la capitale égyptienne. Coincé dans des bouchons incessants, on est loin du glissement silencieux des Félouks ici. Le Caire est une mégapole cacophonique, aujourd'hui peuplée de près de 25 millions d'habitants, soit un quart de la population de ce pays composé à 85% de musulmans et à 15% de coptes chrétiens. La démographie y est galopante, ce qui a conduit à un doublement de la population en 30 ans. Avec les effets secondaires, collatéraux, induits par une telle présence humaine. La pollution. Une pollution moins visible de nuit forcément, même si le trafic semble ne jamais s'arrêter. De jour comme de nuit. Une vie intense, trépidante, qui a plu à notre prochain breton, Vincent. Chef Vincent, comme on le surnomme ici. Cet originaire de Tréberdin vit et cuisine en Égypte depuis plus de 30 ans. Il est aujourd'hui le gérant d'un club privé, GCC, caché dans un immeuble Art Nouveau qui était l'ancienne résidence d'une femme connue en Égypte, Ouda Sharawi. Ah ben bonjour. Bonjour Vincent. Un peu de retard. Ah oui, les embouteillages. Au Caire, c'est quelque chose quand même. La chance, le vendredi, c'est quand même tranquille. C'est plus calme que d'habitude. C'était l'appartement d'Ouda Sharawi, première féministe égyptienne dans les années 20, qui est assez connue, qui a travaillé avec le roi Farouk, qui a créé des écoles pour les jeunes filles, des dispensaires. Et elle habitait ici ou elle recevait des femmes ici? Alors, elle, c'était son appartement. Elle habitait ici, c'est son immeuble, en fait. Et vous avez obtenu la gérance de ce Alors moi, lieu? je m'occupe de ça depuis, en fait, la Révolution. Et puis, donc, on continue, ici, on continue le bar. Donc, maintenant, on reçoit clientèle. C'est un club privé, voilà. Et ça fait... Au Caire, il y a plein de petits clubs privés comme ça. Il y a le club grec, il y a le club italien, il y a le club les Allemands, les Hollandais, voilà. Tout le monde a des petits clubs, les Américains, les Anglais. Les Français qui n'ont pas de club. Et là, c'est pas un club français, un peu? Alors, pas vraiment. Non. On va essayer de lui donner une petite touche un peu francophone. Mais non, mais beaucoup de gens viennent ici, en Égypte, et beaucoup de gens parlent français. Beaucoup d'Égyptiens, de grandes familles égyptiennes parlent français. Donc voilà, on s'installe. Allez, on s'installe. Vous êtes arrivé ici il y a plus d'une trentaine d'années. Ouais, en 86. Et qu'est-ce qui vous a pris de venir ici déjà? Et moi, je suis venu ici parce qu'en fait, j'étais à Paris. Moi, je travaillais chez Michel Rostand à Paris, 2 macarons Michelin. Hein, et puis à Paris, années 85, les attentats, 86, attentats. Le tourisme, les grands restaurants licenciaient un peu le personnel. Moi, j'avais pas envie de me faire licencier. J'ai dit, hop là, je pars tout de suite.
Et mon premier patron d'apprentissage me dit, ça tombe très bien, j'ouvre un restaurant en Égypte, tu pars tout de suite. Tu pars pour 1 an. Et ça fait 33 ans. On avait 4 restaurants, un restaurant gastronomique français, une brasserie italienne, un pub, un restaurant chinois, et puis une boutique où on se faisait les croissants, les sandwichs. On était les premiers à faire des sandwichs à la minute, à la demande en fait. On avait lancé ce système de chacun commandait un petit peu les ingrédients de son sandwich, on fabriquait vraiment. Voilà. Et puis, et ça a duré 23 ans. Il y a eu la Révolution et j'avais pas envie de partir. Parce que j'ai construit quand même ma vie ici. Aujourd'hui, j'ai 56 ans, c'est compliqué de rentrer en France, travailler dans la restauration. Et puis, on est pas mal au Caire. La vie est agréable. C'est-à-dire que bon, alors on est là, oui, il y a la pollution, il y a le bruit, il y a un monde fou, mais voilà, moi j'adore l'ambiance. Bon, je parle arabe tous les jours dans la rue, donc avec mes cuisiniers, donc quand je fais mon marché, et il y a une vraie chaleur, quoi. Même si ils vivent des moments difficiles, il y a une vraie chaleur humaine. Vincent est toujours aux petits soins avec ses clients, qu'ils soient égyptiens ou bretons. Comme Sylvain et Guénaël, un couple d'enseignants, voyageurs depuis 20 ans. Ils travaillent au lycée français du Caire depuis 2017. Donc maintenant, nous sommes en présence de Bretons qui sont ici de fraîche date, puisque ça fait qu'1 an et demi que vous êtes ici. Tous les deux enseignants au lycée français. Et donc Breton de Vannes, dans le Morbihan. Et enseignante Enseignante en SVT, sciences de la vie et de la terre. Et moi, j'enseigne l'espagnol et je viens de Plouguerneau dans le Nord Finistère. Bon. Et l'Égypte, c'est pas votre première expatriation. Vous avez démarré il y a quelques années par La Réunion. Par La Réunion, oui, en 1999. Donc un poste chacun à Saint-Pierre, qui est une ville du sud de l'île. Et nous y avons passé 5 ans. Qui vous ont plu? Énormément, et oui. Donc vous avez continué? Voilà, énormément. On a obtenu un poste après à l'AEFE, donc l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à Tripoli, en Libye. Donc, autre chose, autre ambiance, autre décor. C'était plus l'océan Indien, c'était la mer Méditerranée et le désert. Et ensuite? Après, nous avons eu la chance d'avoir un poste chacun à Lima, au Pérou, où nous sommes restés 7 ans. Et donc, après le Pérou, l'Égypte? Après le Pérou, l'Égypte, oui, ça fait 1 an et demi que nous sommes au lycée français du Caire. Et là, vous n'avez pas été complètement dépaysé, vu que vous étiez déjà en Libye avant, non? Ce sont deux pays voisins, mais qui sont effectivement extrêmement différents. Et c'est une époque, sous Kadhafi, c'était un pays très fermé. Donc voilà, ici, c'est autre chose. On a une vie culturelle et on peut quand même sortir, on peut faire des choses... Sinon, au quotidien, c'est agréable de vivre ici? C'est facile de s'adapter? Oui, la vie quotidienne est facile. On fait ses courses comme partout. On trouve rapidement ses repères. Les enfants font des activités. Oui, c'est facile. On dit souvent qu'ici, il y a parfois des problèmes, mais il y a des solutions. Et puis régulièrement, vous pouvez prendre un bon bol d'air et retourner en Bretagne grâce aux vacances scolaires. Oui, c'est vrai que nous y retournons. Maintenant, nous sommes basés en pays bigoudin, à Loctudie, au sud de Quimper. Et c'est vrai que ce changement d'air fait aussi du bien. Qu'est-ce qui vous manque de la Bretagne le plus? L'air, je dirais. L'air. Oui, après, nous avons appris au fil des années à finalement, je ne dirais pas se passer de ce qui nous manque, mais quand on vit comme ça à l'étranger, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il faut vivre localement. Alors, le koshari, le plat typique égyptien, ne remplace pas les crêpes, peut-être, mais en tout cas, on essaye effectivement de vivre local, même si on apprécie en rentrant d'aller manger des crêpes. De retour dans le bouillonnement Kérote, nous nous dirigeons place Tahrir, littéralement la place de la Libération. Ce vaste rond-point est devenu célèbre en 2011 lorsqu'il vit converger des milliers d'Égyptiens manifestant contre le régime de Moubarak. Tout à côté se trouve le musée égyptien, autre incontournable du Caire, entièrement consacré à l'antiquité égyptienne, fondé par l'archéologue français Auguste Mariette en 1858.
Le musée reste très fréquenté, même s'il s'est vidé de beaucoup de ses chefs-d'œuvre. Il conserve notamment encore de belles statues d'Akhénaton, le pharaon hérétique, ainsi que le trésor de Toutankhamon, avant leur migration définitive vers le nouveau musée, le Grand Musée égyptien, en construction depuis 2012, près des pyramides. Les pyramides, passage obligé pour qui visite l'Égypte et le Caire. Voici tout d'abord la plus ancienne, la pyramide à degrés de Saqqara, datant du 3e millénaire avant Jésus-Christ, édifiée par Imhotep. Mais la plus emblématique, la seule des 7 merveilles du monde encore sur pied, c'est bien sûr celle-ci, la pyramide de Khéops, entourée de ses 2 petites sœurs Képhrène et Mykérinos, et du sphinx de Gizeh, tous édifiés environ 2500 ans avant Jésus-Christ. Depuis, tant de siècles ont passé, et aujourd'hui encore, le mystère de leur construction reste entier et fascine toujours autant. On doit à Napoléon cette phrase: du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent. Nous sommes en bas, et je dois dire qu'on se sent tout petit au pied de ces pyramides et de toutes ces beautés égyptiennes qu'on a découvertes tout au long de notre voyage, le long du Nil. J'espère que ce périple vous a plu. Je vous dis à la prochaine, et comme on dit ici, ma salama. Salin Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.